Bonjour à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Psych pour vous parler d'un nouveau jeu édité par le studio Atomic Mass Games, Star Wars Shatterpoint. Dans cette vidéo, on va vous expliquer le plus simplement et le plus clairement possible les règles du jeu et comment bien vous lancer dans l'aventure Shatterpoint. Et comme ça, vous serez tout de suite opérationnel pour vos premières batailles. Allez, on entre directement dans le vif du sujet ? Et juste après l'intro. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous êtes impatient puisque le jeu est en précommande depuis déjà plusieurs mois. Mais là, vraiment, on est très proche de la sortie en boutique. Bon, par contre, Udo, je te propose un truc, parce que sinon on va vite à t'assoiffer. C'est que, ok, le jeu s'appelle Star Wars Shatterpoint. On va l'appeler tout simplement Shatterpoint, hein, parce que sinon on va y passer 4 jours. Et bien sinon, Star Wars, ça allait pas. Entre Légion, Armada, X-Wing, Assaut sur l'Empire. C'est ça, donc pour, voilà, Shatterpoint, et on va s'arrêter là. Du coup, première chose, c'est quoi comme jeu, Shatterpoint ? Shatterpoint, c'est un jeu d'escarmouche qui se passe, bien sûr, dans l'univers de Star Wars. Ah oui, parce que on a enlevé le... Mais au final, d'accord, ok. Après, c'est un jeu de figurines. Oui. Donc, on va faire s'affronter, en fait, les grands clans, les grandes factions de l'univers Star Wars. Vilains, les bons, ou les petits Ewoks de 80 cm. Exactement. Donc, ils seront accompagnés, de héros secondaires, on va dire, ou d'assistants, de sous-lieutenants, voilà. Et d'hommes de troupes, effectivement, on va dire plus anonymes. On va jouer en moyenne une dizaine de figurines. Une dizaine maximum, une dizaine de figurines dans chaque camp. Donc petit jeu, on va dire petit format, plutôt intéressant, et notamment en termes de peinture. Pour le moment, c'est un jeu pour 2 joueurs. Et pour le moment. Ouais, parce que peut-être qu'il y aura un mode multijoueur à un moment ou un autre. Il y ait à un moment d'autres possibilités, etc. Bon, en termes d'âge, pour les plus jeunes, on va plutôt être aux alentours de 12 ans. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est simple mais complexe. Faut juste savoir lire et écrire. Voilà. Oui, et puis compter un petit peu. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, donc, du coup, en ce qui nous concerne tous les deux, ça va être un peu juste. Ouais, c'est vrai. Bon, moi je sais lire. Mais je sais compter. Bon, c'est bon, on devrait être capable de se débrouiller, il n'y a pas de problème. Comme la plupart des jeux d'escarmouche sur lesquels on est habitué, on va jouer sur un tapis de jeu qui fait 92 par 92. Voilà. Les 2 cm sont importants. On y reviendra de toute façon. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça tient sur à peu près toutes les tables. Notamment sur la table du salon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Etc. Donc pas besoin d'avoir une table démesurée pour pouvoir poser le champ de bataille. Une fois que vous aurez les règles en main et que vous aurez fait 2-3 parties, vous allez tenir en 1h30 une partie en moyenne. À peu près, oui, c'est ça. Et à condition qu'elle s'éternise, puisque on verra ça plus tard. Mais et en fonction de la qualité de votre adversaire aussi. Parce qu'il y a des parties qui peuvent durer très peu longtemps. Très peu longtemps, voilà, ou pas. Ou trop longtemps. Ou trop longtemps, selon effectivement toujours la même qualité de l'adversaire. Mais bon, de toute façon, cette vidéo est là pour vous simplifier la tâche, et donc normalement, vos premières parties devraient être plus rapides. Bon Ludo, tu as parlé de l'univers Star Wars, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus quand même, parce que c'est important par rapport au jeu. Oui, t'as raison. En fait, Shatterpoint, c'est un jeu qui va être dans l'univers Star Wars, mais dans l'univers Star Wars étendu. C'est-à-dire que on va retrouver au fur et à mesure des sorties tout l'ensemble de la gamme de l'univers Star Wars. Aussi bien toutes la première période, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. mais aussi les animés. Oui, les animés, comme Rebels, Clone Wars, et aussi les séries qu'on vient de découvrir récemment sur Disney+, donc Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, etc. Ce genre de choses. Donc là, ça devrait permettre en fait à chacun, en fonction de ses goûts et ses sensibilités, de se retrouver dans une époque qui lui plaît. Qui lui plaît. Donc oui, effectivement, on va avoir comme ça la possibilité de mélanger tous les temporalités, on va dire. On verra que ça a une importance dans le jeu après, mais on va pouvoir comme ça avoir différentes époques du jeu qui vont, de l'épopée Star Wars, qui vont se retrouver dans le jeu. Et comme ça, vous pourrez incarner à la fois vos méchants préférés, moi par exemple c'est Dark Vador, et puis vos héros préférés comme Han Solo pour moi. Obi-Wan par exemple. Han Solo. Mais non, Obi-Wan. Je suis un gentil warrior. Mais fait notable, je sais que ça froisse quand même ton petit cœur d'amoureux du fluff, c'est que vous allez justement pouvoir jouer en jeu des choses qui sont pas fluff quelque part. Le fait de pouvoir mixer dans la même équipe, par exemple, le fait
d'avoir Obi-Wan et Grievous. Et ben là, tu fais mal à mon petit Fluff. On est d'accord. Ou des choses qui, en termes de temporalité, sont pas possibles. Par exemple, Obi-Wan et Rey. Après, on va faire un parallèle. C'est comme dans Marvel Crisis Protocol, quand tu peux jouer Captain America, Crâne Rouge dans la même équipe. Exactement. Bon, mais après, il en faut pour tout le monde. Effectivement, c'est certes pas fluff ou canon, mais ça va permettre à notamment les joueurs les plus compétitifs, de proposer ou d'aller plus loin dans leur expérience de jeu. Donc, il en faut pour tout le monde. C'est ça. Maintenant, si vous voulez jouer fluff, comme nous, faites comme vous le sentez. Voilà. Surtout, prenez du plaisir, c'est le principal. Oui, je pense effectivement que le but d'AMG au départ, c'est de contenter un petit peu tous les joueurs, que ça soit formes de joueurs. Ouais. Voilà, que ça soit aussi bien au niveau du fluff qu'au niveau de la jouabilité. AMG, c'est quand même un studio qui a sorti des jeux que nous on aime beaucoup, comme Marvel Crisis Protocol. Oui, bien sûr. Qui est devenu mon jeu préféré à cause de toi. Oui, c'est ça. Mais aussi X-Wing, plein d'autres. Voilà, Armada, Assaut sur l'Empire. Star Wars Légion, c'est vrai. Donc vous allez retrouver aussi, pour ceux qui ont l'habitude de ces jeux-là, des petites mécaniques ou des choses qui peuvent ressembler, mais qui ne sont pas exactement, voilà, comme les critiques ou la forme DD, etc. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir une immersion un peu plus facilitée, plus facile et plus rapide par rapport à ce que vous avez déjà connu. Voilà. Et puis point important aussi, c'est que AMG, avec tous ces autres jeux-là, on va dire, est habitué à faire du compétitif. Donc il y a fort à parier que de toute façon, il y aura des choses en compétitif pour ce nouveau jeu de Star Wars Shatterpoint. Tant que tu me laisses gagner. Ou pas. Bon alors, effectivement, pour commencer, on va préciser qu'AMG nous sort une core box. Ils ont bien fait les choses. Voilà, une boîte de base. Une boîte de base dans laquelle on va retrouver tout ce dont on a besoin pour jouer, c'est-à-dire à la fois les escouades de figurines, puisque on a 4 escouades dans la boîte, les gentils, les méchants. Alors après, les méchants, tout est relatif, Dark Vador est un gentil. Okay. On va retrouver les réglettes. Les réglettes de mouvement, de déplacement, de portée, etc. Voilà, qui ressemblent pas mal à celles de MCP, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, il y a des petites différences. On va retrouver les dés propriétaires, comme on a l'habitude avec AMG, donc avec des faces particulières, des visuels... Le classique D6, voilà. Non, c'est des dés bien particuliers. Et on n'est pas non plus sur les mêmes formats que MCP ou X-Wing, par exemple. On va trouver un set de décors. Un set de décors aussi. Complètement modulable. Un set de décors qui, à mon sens, est entièrement suffisant, on va dire, pour jouer. Vous n'êtes pas obligé, on va dire, d'acheter des kits supplémentaires, mais voilà, tout le contenu de la boîte de base, vraiment, vous propose une expérience complète du jeu au format complet. Donc ça, par rapport à d'autres marques, on va dire, qui peuvent vendre des boîtes de démarrage où, au final, tu ne joues pas au format cible du jeu. Là, non, vous êtes plein format. Et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer dès le départ. Et ça, c'est cool. Ce qui est méga cool aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on voit au départ les visuels de la core box, les décors sont complètement modulables. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression au départ que une fois que c'était monté, c'était terminé. Non. Là, on est un peu comme ce qu'on connaissait avec Necromunda, c'est-à-dire que vous avez des passerelles que vous allez pouvoir rattacher, changer, etc. Voilà. Et puis vous avez des tokens. Donc ça c'est l'habitude avec AMG, on a souvent beaucoup de tokens. Et là j'ai trouvé que les tokens ils étaient justement plus rationalisés et plus lisibles et plus faciles à plus jolis, je sais pas. Si, moi je trouve que les petits dégâts par exemple. Mais en tout cas, on retrouve la patte au niveau de la qualité en fait. Et puis quand même, gros fait notable, c'est que cette boîte elle arrive directement en VF. En français, et en VF. Et donc ça c'est une révolution entre guillemets par rapport notamment à Marvel Crisis Protocol. Directement, vous avez une version complètement français, et pareil pour toutes les extensions qui vont pouvoir suivre derrière, puisque c'est prévu déjà d'origine. Tout ça va être disponible directement en français, disponible par rapport en livraison par rapport directement à Asmodée France, donc pas de problème de stock, pas de problème de délai, de machin, etc. Les quantités prévues par Asmodée sont, à mon sens, largement suffisantes, et les délais potentiels de réapprovisionnement en cas de rupture totale ont été énormément raccourcis. Donc, on va pas connaître les mêmes écueils que Marvel Crisis Protocol, par exemple, ou Star Wars Légion, comme ça a pu être le cas à l'époque. La qualité même des grappes, je trouve, est très très bonne. On est sur le même niveau que les dernières sorties actuelles de MCP ou de Star Wars Légion, pour ceux qui connaissent les grappes. Donc, très honnêtement, c'est un très bon plastique, souple, mais pas... dur, mais pas trop, donc ça reste souple, notamment les sabres laser, on pourrait se dire, ça va être hyper fragile, parce qu'ils sont quand même assez fins, et non, c'est vraiment
ça tient. Ouais, c'était la crainte que j'avais, moi, les sabres laser, effectivement, quand on les manipule, finalement, non, ça va. Il n'y a pas de, vous pouvez faire ting ding ding avec, on est sur, ça tient très bien, etc. On est sur des tailles de figurines qui sont quand même très appréciables, hein. On est sur du 35-40 mm en moyenne, donc à peindre, c'est vraiment un pur plaisir, donc allez-y, profitez-en, vous avez des très bonnes figurines de très bonne qualité dans la boîte. Et puis en plus de la corsette donc qui vient de sortir, là, enfin qui est déjà en précommande depuis quelques temps, vous l'avez vu, il y a aussi des extensions qui ont déjà été annoncées. Et qui seront disponibles directement dès le jour dès le début juin. Donc vous avez à la fois des sets de décors complémentaires, vous avez aussi déjà des escouades de factions supplémentaires. Alors on a eu la chance de voir pas mal d'annonces quand même, on sait qu'on va avoir de très nombreuses extensions. Voilà, on sait que jusqu'à la fin de l'année, on va avoir des sorties quasiment mensuelles, qu'on va pouvoir retrouver des sorties dans tous les, comme on le disait tout à l'heure, dans toutes les époques de Star Wars. Moi je sais que Dark Vador va sortir, je suis très content. Han Solo aussi, même si on n'a pas encore la date. On va avoir Mando qui va sortir avec Grogu, donc on va avoir beaucoup de corsets supplémentaires qui vont arriver. D'extensions qui vont arriver. Exactement. Et puis, je trouve aussi intelligent la façon dont ils ont programmé, on va dire, les sorties, parce que par exemple, les 2 boîtes qui sont disponibles dès le jour de la sortie de la boîte de base, eh bien, sont totalement compatibles avec le contenu même de la boîte de base. Ça va vous permettre justement d'étoffer, quel que soit le camp que vous préfériez, on va dire, dans la boîte de base, eh bien, d'étoffer ce camp-là et de créer comme ça des possibilités de jeu encore plus nombreuses. La chaîne va suivre bien toutes ces sorties régulières, et puis pour vous aider à mieux jouer, entre guillemets, en plus de cette vidéo-là, vous allez retrouver très prochainement, ou voire déjà en ligne, eh bien une expli partie qui va vous montrer exactement comment utiliser les mécaniques du jeu et les figurines, et puis comment se passe concrètement une partie. Bon Nico, après plusieurs parties tests et vu la qualité du jeu, on peut quand même dire qu'on est déjà fan complètement du jeu, hein, et qu'on attend impatiemment les nouvelles sorties. Hein, bah oui, moi j'attends impatiemment ces boîtes-là. D'ailleurs, je vous déteste AMG à cause de ça, hein, mais bon. Mais en même temps, ils font des filles qui font rêver. Tant pis pour nous, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on se plaindrait de l'inverse. Donc bon. Donc, enfin bref, vous vous en doutez, il va y avoir énormément de contenu Star Wars Shatterpoint sur la chaîne, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne tous les autres contenus, hein, MCP, etc. Mais, bien évidemment, et notamment pour ce mois de lancement, va y avoir un petit peu plus de Shatterpoint sur la chaîne. Bon, parlons des règles. Et faisons tout de suite un léger aparté, histoire d'évacuer la question, en faisant un parallèle avec le jeu Marvel Crisis Protocol, que sans doute nombre d'entre vous connaissent déjà. Que ça soit dit, Shatterpoint n'est pas un copier-coller de MCP transposé dans un univers Star Wars. Loin de là, je dirais même. Par contre, oui, il y a plusieurs mécaniques qui fonctionnent superbement bien dans MCP et qu'on va retrouver dans Shatterpoint. En même temps, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, pourquoi l'abandonner complètement? Oui, ça serait idiot. Hein. Du coup, clairement, même si les joueurs qui sont habitués à MCP se sentiront sûrement plus vite à l'aise avec les mécaniques générales de Shatterpoint, il y a une majeure partie du jeu qui est totalement différente et qui propose une nouvelle expérience vraiment originale du jeu d'escarmouche. Donc à mon sens, il ne faut pas comparer les deux jeux. Chacun offre des façons de jouer différentes, une création d'équipe radicalement différente, des côtés cinématiques et ludiques différents. Bon, ceci étant dit, fermons cette parenthèse et passons aux règles. Pour parler des règles de Star Wars Shatterpoint, il faut d'abord en établir les grands principes. Tout d'abord, le jeu se joue sur une table, un terrain de 36 pouces par 36 pouces, ce qui fait 91,44 cm par 91,44, 92. À la fin de la vidéo, on vous donnera des conseils justement par rapport à ces terrains. Ensuite, bien sûr, il faut 2 joueurs. Un qui commence et l'autre qui suit, hein, voilà. D'accord. 2 joueurs qui ont pour objectif de remplir des missions qui vont varier au cours de la partie et qui vont permettre de remporter des luttes. Luttes qui vont conduire à la victoire ou à la défaite. Hein. Et ici, pas d'égalité possible puisque le premier joueur qui remporte 2 luttes parmi les 3 possibles, gagne la partie. Pour tenter de remporter la victoire, il va falloir déployer sur la table un groupe de combat. Un groupe de combat, c'est 2 escouades de combattants. Ces escouades sont toujours composées de 3 unités, une unité primaire ou principale, une unité secondaire et une unité de soutien. Bien sûr, les différentes unités vont avoir des profils et des compétences diverses et variées
qui vont leur permettre d'effectuer différentes manœuvres qui seront en fait spécialisées en fonction des unités qu'on jouera. Ces actions ou ces compétences vont être activées ou déclenchées dans un certain ordre et parfois demanderont l'utilisation de la force ou simplement de lancer des dés pour en déterminer le résultat. Chaque joueur va jouer à son tour une unité, à tour de rôle, jusqu'à ce que la lutte soit remportée. Donc il n'y a pas de round ou de tour avec des limites fixes et bornées. Les joueurs vont pouvoir suivre le résultat de leurs différentes manœuvres et suivre l'équilibre entre victoire et défaite sur un tableau spécial qui s'appelle le tableau de lutte jusqu'à ce qu'elle soit remportée par l'un des deux joueurs. Et bien évidemment, la plupart des actions de combat vont se gérer avec des dés. Hein, et le premier qui remporte les deux luttes a gagné la partie. Merci, au revoir. Bien, tout ça peut sembler éventuellement un peu complexe, pris individuellement, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Pour pouvoir disputer une partie, il vous faut une table sur laquelle va se dérouler l'action. Comme on le disait tout à l'heure, une table de salon suffit dans la mesure où il faut une place de 92 sur 92. Hein, et pas 90 sur 90. Non, car comme tu le disais, on sait avec MCP que 2 cm font la différence. Font la différence. Hein. Et puis après une table, vous pouvez jouer par terre si ça vous fait plaisir, mais bon. Et donc cette table, on va l'appeler le champ de bataille. Ça représente bien ce que ça représente. Il faudra cependant qu'il y ait sur cette table un minimum de décors, et si possible avec des hauteurs différentes. Vous trouvez tout ce qu'il faut dans la boîte de base, ou dans les extensions de décors proposées par AMG, mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination pour créer des tables complètement différentes, et l'univers de Star Wars offre suffisamment de possibilités pour inventer vos propres tables. Dans à peu près tous les thèmes possibles, de toute façon, il n'y a pas d'importance, à partir du moment où vous avez des hauteurs et des zones plates, c'est jouable. Les portions d'éléments de terrain sont définies par 3 propriétés. Leur hauteur, s'ils sont dégagés ou bloqués, traversables ou infranchissables, et un même élément de terrain peut contenir plusieurs portions qui auront des propriétés différentes, c'est tout à fait possible. Les éléments de terrain peuvent aussi être complexes que les joueurs le souhaitent, et nécessitent du coup quelques petites discussions préalables avec son adversaire avant de démarrer la partie. Ensuite, l'une des premières choses que l'on va devoir mettre en place, c'est connaître les missions qu'on va jouer pour disputer la partie en fait. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs cartes, les cartes de mission, mais aussi les cartes de lutte. Chaque mission est composée de 3 phases, et chaque phase en fait va permettre d'avoir 3 cartes de lutte différentes. Possible, effectivement. Et par contre, on va en tirer une seule parmi ces 3 au hasard, et qui donc sera jouée pendant la partie. Elles vont bien sûr être jouées dans l'ordre chronologique, hein, phase 1 d'abord, phase 2 ensuite. Si il y a égalité, c'est-à-dire que chaque joueur a remporté une des 2 phases, et bien du coup, on va jouer la 3e phase. Oui, car Shatterpoint, c'est un jeu où en fait, on va être au meilleur des 3, c'est-à-dire qu'on va jouer jusqu'à 3 luttes qui permettront de déterminer celui qui en a rapporté au moins 2. Au moins 2. Chaque joueur arrive avec son propre set de missions. Donc j'arrive avec ma carte mission, mes 9 cartes de lutte. Tu arrives avec ton set de missions et tes 9 cartes de lutte. Ensuite, eh bien, celui qui est désigné comme premier joueur, eh bien, déterminera lequel des 2 sets on va utiliser pour tirer au sort les luttes qui seront jouées en partie. Les cartes de la mission nous indiquent eh bien, le nom de la mission, parce qu'elles ont tout un nom différent. Ah bon ? Les règles spécifiques, on va dire, qui seront appliquées à la mission, et là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va nous préciser ce qui peut se passer, effectivement, selon les phases, selon les objectifs, etc. Le schéma de mise en place, donc exactement où sur le terrain vont être positionnés les pions potentiels d'objectifs. Et enfin, un petit symbole pour nous dire, eh bien, avec quelle carte on va associer les différentes luttes et la carte de mission. Cette carte de mission va s'accompagner de 3 cartes de lutte par phase. Les cartes de lutte nous indiquent le nom de la lutte, les emplacements sur le terrain, les objectifs qui sont actifs ou inactifs durant cette lutte, le symbole du set de mission, qui correspond donc à la mission, et enfin, le numéro de la phase de lutte, 1, 2 ou 3. Au dos de la carte de lutte. Au dos de la carte de lutte. À partir de la phase 2, un des objectifs sur le placement choisi par le joueur ayant perdu la lutte précédente va devenir prioritaire. Ouais, prioritaire, c'est bien ça. C'est pour cela que les symboles de placement d'objectifs ne sont plus de simples ronds. Il va falloir utiliser un dé pour déterminer quel est cet objectif prioritaire. Il sera déterminé en fonction du symbole obtenu sur le dé par rapport à la carte. Maintenant qu'on a vu les luttes et d'où elles viennent, voyons l'outil qui va nous permettre de suivre l'état de victoire ou de défaite de cette lutte, c'est-à-dire la barre de lutte. C'est bien foutu quand même.
Cette barre de lutte, c'est un peu un jeu de tir à la corde. Hein, chaque camp peut emmener le nœud central eh bien, de son côté. Pour ça, on va avoir deux solutions. Soit on déplace le pion, donc c'est-à-dire le nœud, grâce aux objectifs. C'est-à-dire que quand on va récupérer les objectifs, on va tirer le nœud vers soi. Mais on peut aussi modifier la longueur de la corde pour faire un comme ça ou un en gagnant des pions impulsion de différentes façons, notamment en blessant l'adversaire. Et donc le but va être d'emmener le nœud jusqu'au bout de notre camp. Voilà. Du coup, le premier qui fait se toucher le pion lutte et ses pions d'impulsion, il faut que le pion de lutte vienne sur un pion d'impulsion, remporte la lutte. Et le premier qui remporte de lutte, on le répète, a gagné la partie. Bien, afin de pouvoir continuer, il va falloir maintenant que l'on parle des dés. Car oui, Shatterpoint comporte des dés et donc aussi une partie chance. Ah bah enfin quand même. Il faut savoir que dans Star Wars Shatterpoint, il y a deux types de dés. Et que ce sont des dés propriétaires, c'est-à-dire qui n'ont pas leur équivalent, on va dire, dans le commerce classique. Ce n'est pas le D6 tout simple, par exemple. On a les dés bleus à 6 faces, qui sont les dés de défense, et on a les dés gris à 8 faces, qui sont les dés d'attaque. Bon, moi je voulais faire les dés d'attaque, mais il m'a laissé les dés de défense. Donc les dés de défense sont le blocage, la maîtrise, l'échec, et il y a 2 symboles de chaque type sur le dé. Exactement. Les symboles du dé d'attaque, c'est la touche, toute simple, il y en a 3 sur le dé. Le critique, il n'y en a qu'un sur tout le dé. La maîtrise, là, il y en a 2, et l'échec, il y en a 2. Ce qui veut dire que, déjà mathématiquement, puisque je sais compter, on a quand même plus de chances en défense qu'en attaque. Exactement. Et comme en plus, on a bien souvent plus de dés d'attaque que de dés de défense, c'est encore pire. Donc, ça procure au jeu une certaine létalité. Et ça évite les combats stériles. Maintenant, comme ça reste un jeu de chance, même avec beaucoup plus de dés, on peut très bien faire du caca. Rappelez-vous, au moment des missions, c'est celui qui l'a déterminé comme premier joueur qui tire au hasard le paquet de missions qui va être joué. Alors pour déterminer qui joue en premier, on va lancer 5 dés d'attaque. Voilà. Et c'est celui qui va obtenir le plus de critiques qui va être le premier joueur. Et s'il y a égalité, on va regarder le nombre de touches au global. Et puis si vraiment on est toujours à égalité, le nombre de maîtrises. Voilà. Les échecs, ça compte pas. Et puis si on est toujours à égalité à ce moment-là, on relance tout. Et puis voilà. Avant de passer à la suite, on doit définir une chose importante, le terme uni. Pour pouvoir jouer une partie, il faut savoir quelle figurine on va jouer. Ces figurines sont appelées unités. Le mot unité désigne tout simplement une carte d'unité, une carte de personnage. Et que cette carte fasse référence à une ou plusieurs figurines. Ce sont toutes les deux des unités. Maintenant, étudions d'un peu plus près, ces fameuses cartes d'unité. Alors, elles sont définies bien sûr par leur carte d'unité. Ces cartes sont uniques et associées à une unité précise. Donc on peut pas dire je mélange. Non, on peut pas. Chaque unité possède donc sa propre carte dans le jeu. Elles sont directement fournies avec les figurines qui y sont associées lorsque vous les achetez. Alors, sur cette carte qui est double face, on va retrouver plusieurs infos. D'abord, le nom, et notamment le nom unique. Exactement, c'est important. Parce que, par exemple, il ne peut y avoir qu'un seul Anakin Skywalker ou Dark Vador. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut être Dark Vador ou Anakin général Anakin Skywalker, mais c'est tous les deux Anakin Skywalker. Son type d'unité, donc si c'est primaire, secondaire ou une unité de soutien, le nombre de figues, enfin le nombre de socles, parce que c'est important, en fait vous pouvez avoir plusieurs figurines sur un seul socle, mais ça sera une seule unité. Et le nombre de petits bonhommes qu'il y a en bas représente le nombre de socles, pas forcément le nombre de figurines. Exactement, voilà. Les attributs ou les mots-clés et le nombre de figurines que comporte l'unité. Par exemple, une unité de droïde avec 2 socles de droïde. La résistance et la vigueur, qui vont définir en gros les points de vie de l'unité. L'ère, donc la période chronologique à laquelle appartient l'unité, voilà. Les PE ou CP, c'est-à-dire les points d'équipe en fait, le coup en points, ce qui va nous permettre, quand on constitue au départ notre escouade de combat, de choisir les points qui la constituent. Ensuite, on va trouver la caractéristique de force, donc la façon dont l'unité influe sur la volonté de la force. Et enfin, les différentes capacités de l'unité. Du personnage. De l'unité. Les capacités.
Que ce soit dû à un entraînement intensif ou un talent inné ou la maîtrise de la force, chaque unité est capable d'effectuer des exploits incroyables qui, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, eh bien, peuvent aider à changer le cours de la bataille. Les unités disposent de capacités qui sont inscrites sur leur carte d'unité. Donc chaque type de capacité est identifiable par une icône. Donc alors, par exemple, l'icône active. L'icône active, c'est une capacité qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel moment pendant l'activation de l'unité. Si le texte de la capacité est introduit par la mention action, donc là en fait ça va faire partie des 2 actions que l'unité peut faire pendant son tour, et l'unité doit dépenser une action pour utiliser cette capacité. Exactement. Les capacités actives ont toujours un coût en force, même si le coût est à 0. Sur la carte, il n'y a pas forcément le petit symbole, mais si c'est une capacité avec le symbole actif devant, elle coûte forcément au moins 0. On verra que ça a une importance un peu après. Il y a ensuite les capacités, puisqu'on avait actives, eh bien les capacités réactives, qui elles ne peuvent être utilisées qu'en réponse à un événement déclencheur spécifique. Le texte même de la capacité réactive indique à quel moment elle peut être utilisée et dispose idémement toujours d'un coût en force, même de 0. Chaque joueur n'a le droit d'utiliser qu'une seule capacité réactive ou active, eh bien, pendant son tour ou suite à un même mouvement, un même événement déclencheur. Ensuite, on a un deuxième groupe dont les capacités innées, qui sont en fait des capacités qui fonctionnent en continu et qui n'ont pas besoin de coût en force. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout le temps content, c'est inné, c'est en permanence. C'est dedans. C'est un passif, quoi. C'est un passif. Et donc, en plus de ces capacités innées normales, il existe des capacités innées spéciales, appelées les capacités innées de tactique ou les capacités innées d'identité. Les capacités tactiques, ce sont des capacités qui permettent aux unités d'agir conjointement. Donc les effets des capacités tactiques sont résolus au début de l'activation de l'unité. Ça va par exemple permettre à une autre unité d'avancer. Alors que les capacités d'identité sont bien souvent réservées aux unités principales, et chaque capacité d'identité explique comment elle est déclenchée ou utilisée, et en général elles sont fluff, c'est-à-dire un peu reliées au personnage en lui-même. Notez que si les capacités d'identité sont souvent résolues en réponse à un événement déclencheur, elles restent des capacités innées et n'empêchent pas un joueur d'utiliser une capacité réactive en réponse à ce même événement déclencheur. Exactement. Parlons un peu maintenant des mots-clés. Chaque unité possède des mots-clés qui les définissent. Ces mots-clés sont inscrits sur la carte et vont souvent servir en liaison avec les capacités. Ils seront inscrits en gras, notamment dans le texte d'une capacité. Ils vont pouvoir permettre des interactions avec les capacités des différentes unités. Donc faites attention aussi à ces mots-clés quand vous constituez vos groupes de combat. Chaque unité arrive aussi avec une carte qui lui est spécifique, une carte d'ordre. Oui. Qui va déterminer à quel moment l'unité va pouvoir s'activer et entrer en jeu. On en parlera un peu plus tard dans le déroulement d'un tour. Ok. Sachez pour l'instant qu'il y a une carte d'ordre pour chaque carte d'unité. Certaines cartes ont un symbole de capacité tactique, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui permet de se rappeler que lorsque l'on active cette unité, il va falloir jouer la capacité tactique qui y est associée immédiatement au début de l'activation de cette unité. Vous allez également trouver une carte d'ordre spéciale, carte Shatterpoint. Oui. Tiens, c'est marrant. C'est marrant, ça s'appelle comme les jeux, dis donc. Et qui est en fait une sorte de joker, ça veut dire que ça va vous permettre, quand vous sortez cette carte d'ordre, de donner un ordre à n'importe laquelle de vos unités, même si elle a déjà été activée. Ah, c'est fort. C'est chouette. Associé toujours à nos unités, on va retrouver aussi des cartes de posture. Chaque unité est définie par cette carte de posture, et cela permet de définir en fait la façon dont elle va se comporter en combat sur le champ de bataille. C'est un peu ses caractéristiques de défense et d'attaque, son profil d'arme, son armure, tout ça cumulé. Et je trouve que ça, c'est une vraie nouveauté dans le jeu, et je trouve que ça apporte beaucoup de fun à ce jeu, à War Shatterpoint. Oui, parce que selon le type d'unité que vous allez avoir, des cartes de posture simples ou double face, ce qui vont vous permettre en fait pour les unités primaires qui ont des cartes double face, de choisir l'une ou l'autre des postures. Une fois active, c'est-à-dire en fait sur le dessus tout simplement,
et la face inactive sur le dessous, une unité ne pourra changer de face de carte de posture qu'une seule fois par activation. La carte de posture va nous dicter la façon dont une unité se comporte en combat, que ça soit en attaque avec ses armes ou même juste ses petits points, mais aussi la façon dont elle va se défendre quand on l'attaque. Sur la droite de la carte, on voit les principales caractéristiques ou valeurs pour l'attaque et la défense. Pour l'attaque, ce sont les triangles gris, le chiffre représentant le nombre de dés que l'on va pouvoir jeter quand on attaque, et en dessous, on va trouver les valeurs de défense, donc les carrés bleus. Idem, là, le chiffre correspond au nombre de dés. C'est bien foutu, ils ont collé ça à la forme et à la couleur des dés. Oui. C'est pas bête, c'est pas bête. On va également trouver à gauche les attaques ou défenses, pour la distance. Parce que, effectivement, si j'ai un fusil, c'est pas la même chose que si j'ai un sabre laser. Ainsi que la portée, justement. Parce que, si j'ai un petit pistolet ou si j'ai une grosse mitrailleuse, je tire pas à la même distance. Et donc, on va avoir un petit symbole de chiffre à côté de l'espèce de croix, qui nous donne, la distance à laquelle on peut tirer, et ça va se référer, aux différentes réglettes du jeu. Donc, si j'attaque à distance, j'utilise le chiffre du triangle gris à gauche, et si je me défends contre une attaque de tir, je vais utiliser le carré bleu pour savoir de combien de dés je vais pouvoir me défendre. Et si c'est au corps à corps, ce que tu disais tout à l'heure, du coup, on va prendre les chiffres qui sont sur la partie droite de la carte. Juste une petite précision quand même, pour tout ce qui est corps à corps, il n'y a jamais de chiffre de portée. C'est toujours distance 2. C'est plus simple. On sait que quand on est dans les deux, on peut taper quelqu'un au corps à corps. Mais Nico, si j'ai pas de blaster et que j'ai juste un sabre laser, du coup, tu n'auras un petit trait à la place de distance, par exemple, où t'as jamais de petit trait du côté corps à corps parce que t'as toujours tes petits points. Voilà. Mais il peut arriver qu'effectivement certaines unités n'aient pas de valeur d'attaque à distance. Alors sur le bas de la carte de posture, on va trouver aussi un tableau de maîtrise. Écoutez. La maîtrise, c'est ce qui va vous octroyer en fait des bonus. Moi j'aime. Toi tu aimes les bonus. J'aime. Selon son icône, chaque tableau va correspondre en fait aux différents jets de dés qui sont effectués. On retrouve un tableau spécifique à chaque type, donc jet d'attaque à distance ou au corps à corps, mais aussi pour les jets de défense. En fonction de la quantité de dés jetés qui auront obtenu un symbole de maîtrise, on va donc déclencher des bonus, de touches pour les attaques ou de blocage pour les défenses. Exact. Et certains personnages vont même avoir d'autres effets comme modifier les dés de l'adversaire ou faire des mouvements gratuits par exemple, et ça j'aime beaucoup. Yes. Enfin, en haut, on trouve l'arbre de combat. En clair, ce qui va se passer pendant une attaque en fonction des jets de dés. En effet, quand on résout une attaque, on obtient un nombre défini de touches. Et on verra tout à l'heure en détail cette partie, mais de façon simplifiée, chaque touche va représenter une case de l'arbre qui définira si on applique un dommage. C'est-à-dire qu'une touche n'est pas forcément un dommage. C'est pas parce que j'ai 3 sur mes dés, on va dire 3 touches sur mes dés, que tu vas subir obligatoirement 3 dommages. Au contraire, je vais pouvoir déclencher 3 cases de mon arbre. Elles diront ce qui se passe. Et on applique un dommage à l'adversaire et ou un effet qui sera appliqué en plus. Ok. Voyons ensemble d'ailleurs les différentes icônes. Il faut savoir qu'il y en a 2 types. Le premier type, sont les effets dirigés, en gros, vers l'adversaire. On va retrouver les dégâts. L'unité affectée va subir un dégât à chaque fois que cette icône va apparaître une fois, on va dire, dans la case de l'arbre de combat ou dans un tableau de maîtrise, etc. On va prendre donc un pion de dégâts qu'on va ajouter à la réserve de dégâts de l'attaque avant que le joueur attaquant ne choisisse l'option de la case suivante. Ensuite, on a percuté, un effet que j'aime beaucoup. Le personnage affecté peut être poussé d'une portée de 1, en étant repoussé, bien sûr, à l'opposé du personnage qui percute. Plus ou moins, on va dire. Voilà. Et le personnage qui percute peut immédiatement être attiré, lui, par contre, de 1 vers la cible. Ensuite, on va avoir entravé. L'unité affectée va gagner l'état entravé. Et la prochaine fois qu'un personnage de cette unité veut avancer, foncer, grimper, sauter, se déplacer, tout simplement, il ne pourra pas. Et donc, il va perdre cette possibilité de se déplacer une première fois. Attention, ça fonctionne aussi sur les capacités. Ça fonctionne dès que la personne souhaite faire un mouvement ou veut faire un mouvement. Ensuite, on a exposé. L'unité affectée gagne l'état exposé. Tant qu'ils se défendent, les personnages de cette unité ne peuvent pas utiliser les résultats maîtrise de leur jet de défense.
Et la prochaine fois qu'un personnage de cette unité effectue un lancer de défense, il faudra retirer du lancer tous les dés de défense qui ont donné le résultat maîtrise, avant de modifier les dés lancés. Après avoir déterminé les résultats, on perd l'état exposé, c'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'une fois. Ensuite, on a contraint. L'unité affectée gagne l'état contraint, et quand un personnage de cette unité se déplace, attaque, effectue une action ou utilise une capacité active ou réactive, eh bien après que l'effet ait été résolu, l'unité subit 3 dégâts directs. Puis, eh bien, cette unité perd l'état contraint. Enfin, on a désarmé. L'unité affectée gagne l'état désarmé. Tant qu'ils attaquent, les personnages de cette unité ne peuvent pas utiliser les résultats maîtrise d'attaque. Et la prochaine fois qu'un personnage de cette unité effectue un lancer d'attaque, on retirera donc les résultats maîtrise du dé avant de modifier les dés. Et ensuite, on perd l'état désarmé. En fait, c'est vraiment l'opposé de exposé. Le deuxième type d'effet représente des effets personnels. Tout à l'heure, c'était dirigé donc vers l'adversaire, et là, ça va être pour nous. Donc le premier, c'est avancer. Le personnage affecté peut avancer. Le deuxième, ça va être de foncer, donc le personnage affecté peut foncer. Ensuite, sauter. Le personnage affecté peut sauter. Grimper, du coup, le personnage affecté grimpe. Repositionner. Le personnage affecté peut avancer, même s'il est déjà engagé au corps à corps. Ensuite, un qui est très intéressant, c'est de se soigner. Eh bien oui, le personnage affecté par un état ou un dégât, peut retirer un état ou un point de dommage. Il peut le faire sur lui-même ou sur une unité amie située dans les deux de lui. Ensuite, on a les capacités actives. Si c'est l'activation de cette unité, l'unité affectée peut utiliser une de ses capacités actives sans payer son coût en force. Et ça, c'est important. Rappelez-vous que les unités ne peuvent utiliser qu'une seule fois par tour chacune de leurs capacités actives, sauf bien sûr quand c'est précisé. Quand des effets actifs apparaissent dans une option choisie de l'arbre de combat, ils sont résolus après que tous les effets dirigés ont été résolus et que la réserve de dégâts a été appliquée au personnage défenseur. Exactement. Donc vous faites toutes les cases et vous finissez par ajouter, on va dire, cette capacité active. Bon, on verra ça un petit peu plus en détail quand on parlera des combats de façon un peu plus poussée, mais sachez juste que pour l'instant, tout ce qu'il y a de marqué sur ces cartes de posture vont aussi vous aider à choisir quelles unités vous allez préférer inclure dans votre groupe de combat ou dans votre escouade. Du coup, on va peut-être voir comment créer un groupe de combat enfin pour pouvoir jouer. Le groupe de combat regroupe plusieurs choses que vous allez amener pour faire une partie contre votre ami ou adversaire. Tout d'abord, c'est l'ensemble des figurines que vous allez jouer dans la partie. Le groupe de combat est constitué de 2 escouades. Et avant d'aller plus loin sur les escouades, j'aimerais que l'on souligne 2 secondes le fait qu'AMG nous propose dès la sortie du jeu 6 escouades différentes et que plus de 20 autres escouades sont d'ores et déjà prêtes à sortir. On a pu en avoir un aperçu lors du dernier Adepticon à Chicago en mars dernier, et ces équipes sont déjà designées, équilibrées et sculptées. Cela annonce donc quand même un bel avenir pour le jeu. Et pour nous, en tant que fans de l'univers de Star Wars, on ne peut que s'en réjouir. Revenons à nos moutons. Les escouades sont constituées avant que la partie ne commence, en choisissant une combinaison d'unités. Chaque escouade doit comporter une unité principale, une unité secondaire et une unité de soutien. Quand le joueur constitue une escouade, il choisit en premier son unité principale, parce qu'elle va dicter, on va dire, la suite des choix. L'unité principale détermine notamment l'ère dans laquelle on va pouvoir choisir les autres unités, mais aussi les points avec lesquels on va pouvoir acheter ces différentes unités. Les 2 escouades achetées ensuite ne peuvent pas être d'une ère différente et bien évidemment ne peuvent pas représenter un montant de points supérieur à ce qu'autorise le personnage principal. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pour le moment que 2 ères. La guerre des clones, épisode 1, 2, 3. Voilà. La guerre civile galactique, plutôt 4, 5, 6. Et donc, potentiellement, vu qu'ils vont sortir beaucoup de figurines de l'univers Star Wars, on va avoir d'autres ères, d'autres temporalités, et à laquelle il faudra, tout pareil, se référer pour constituer nos équipes. Et par rapport à ces ères, attention au nom unique du personnage. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois le même personnage. Par exemple,
Ahsoka Tano, notre chippie préféré, ne peut pas intervenir à la fois comme Ahsoka Tano Jedi No More et Ahsoka Tano Padawan dans le même groupe de combat. Et non, parce que ça serait 2 fois le Ahsoka Tano. Donc, de même, vous ne pourrez pas avoir Anakin Skywalker et Darth Vader dans le même groupe, puisque c'est le même personnage. Puis, donc, une fois qu'on a choisi nos unités principales, eh bien, on choisit une unité secondaire et une unité de soutien qu'on ajoute pour créer, eh bien, l'intégralité de l'escouade. Pour être clair, on a les PE en haut de la carte les points d'escouade. Les points d'escouade en haut de la carte de l'unité principale. Et on va retrouver les CP, les coups en points, sur les cartes d'unités secondaires et primaires. Et il faut que le total de ces 2 cartes, les 2 CP, eh bien, ne soit pas supérieur à montant PE, eh bien, de la carte de l'unité principale. Le choix des membres de vos équipes va donc déterminer leur carte d'unité, leurs différentes cartes de posture ou d'ordre. Et en plus de ça, vous allez choisir un set complet de missions et l'inclure dans votre équipe de combat. Maintenant que votre groupe de combat est prêt, vous pouvez faire une partie. Exactement. Allez, on va passer à comment faire une partie. Avant de commencer, chaque joueur crée donc son paquet d'ordre, la pile de toutes les cartes d'ordre de toutes les unités, et il ajoute eh bien, une seule et unique carte Shatterpoint. On mélange toutes ces cartes et on les pose face cachée eh bien, sur le côté du champ de bataille. Chaque joueur constitue aussi eh bien, sa réserve de force qui va être le cumul de tous les points force qu'on va retrouver eh bien, en haut de toutes les cartes d'unité. Généralement beaucoup plus les cartes d'unités principales que les unités secondaires, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des unités secondaires qui permettent aussi ou du soutien qui permettent aussi de récupérer des points de force. Du coup, on va créer une espèce de réserve, et on va pareil poser à côté du champ de bataille, eh bien cette réserve de tokens de force. On va les placer du côté visible puisqu'il y a un côté en gros disponible et un côté eh bien utilisé. Voilà. Donc on les place tous à côté sur leur côté disponible et ça crée eh bien la réserve de force. Ensuite, avant de commencer, eh bien on va poser le cube de lutte eh bien, sur la case 0, puisque c'est le début de la partie, on est pile au centre. Et par contre, on va aussi, chaque joueur, poser un cube impulsion de notre côté de la barre de lutte, puisqu'on ne commence pas à 0 du côté des pions d'impulsion. On tire alors eh bien, le set de mission, lequel on va jouer, et on met en place les 3 phases avec chacune des luttes correspondant. Et du coup, eh bien, vu qu'on sait quelle mission on joue, et quel est le placement eh bien, pour la phase numéro 1, eh bien, on peut déterminer sur le plateau et sur le terrain de jeu eh bien, quels objectifs sont actifs ou inactifs. Une fois que les pions sont placés, pour les objectifs, on va ajouter les décors. Et oui, parce qu'on a dit, on ne peut pas jouer s'il n'y a pas de décor sur le terrain. Si on est en race campagne, c'est un peu beaucoup moins drôle. Pour que le champ de bataille soit intéressant, il doit contenir des éléments de terrain variés, de différentes formes et tailles. Les éléments de terrain doivent être majoritairement dans la zone centrale du champ de bataille. Oui. Mais les joueurs sont encouragés aussi à créer des environnements visuellement intéressants, fluff, de façon à ce que les personnages puissent les parcourir, se cacher derrière, grimper, sauter par-dessus tout au long de la partie. Il est fortement conseillé d'utiliser des éléments de hauteur différente aussi, parce que ça joue par rapport au contrôle des objectifs. Exactement. Et lorsqu'on pose un élément de décor eh bien, sur un pion d'objectif au tout début de la partie, eh bien, le pion d'objectif reste pas dessous, il passe automatiquement au point le plus haut possible de ce décor. Donc si c'est un bâtiment à 5 étages, eh bien, il va se retrouver en haut du 5e étage. Par contre, et ça c'est une règle assez générique, on va dire, dans Shatterpoint, on peut pas avoir des demi. C'est-à-dire qu'il est au bord de l'étage, non, il faut qu'un pion soit entièrement, ou un personnage soit entièrement sur ou quelque chose, mais on peut pas faire du moitié-moitié. Fais-le ou ne le fais pas. Exactement. Non, c'est Yoda. Il n'est pas sorti. Et une fois que tous les décors sont placés, que tout correspond bien par rapport aux objectifs, eh bien la partie peut commencer. Et oui, enfin. Une fois que le champ de bataille est prêt, le paquet de missions, les paquets d'ordre, la réserve de force, les joueurs vont déployer l'un après l'autre leurs escouades. Et oui. En commençant par celui qui a remporté le jet et donc qui est le premier joueur. Donc le premier joueur va placer une escouade
Ensuite, le deuxième joueur va placer une escouade. Le premier, le et ensuite, on va recommencer. Okay. Pour déployer une escouade, c'est assez simple. On place le personnage principal de l'escouade à portée 2 du bord du champ de bataille. D'où l'importance d'un tapis 92 par 92. Sinon, du coup, il est plus près. Enfin bon, etc. etc. Hein, et à partir du moment où on a placé ce personnage principal, on place dans les 1 autour de lui tout le reste de cette escouade. Unité secondaire, unité de soutien, etc. etc. Ensuite, une fois que toutes les escouades ont été déployées, encore une fois en commençant par le premier joueur, chaque joueur choisit une posture active pour chacune de ces unités qui possèdent une carte de posture de combat recto-verso. Exactement. Parce que, comme on a vu qu'il va falloir, éventuellement, on va pouvoir changer de côté, mais qu'on peut le faire qu'une fois, choisir l'état de départ, on va dire, de cette position de la carte de posture a une importance. Ensuite, le premier joueur révèle la carte du sommet du paquet de cartes de lutte, donc en gros, celle de la phase 1, elle doit se retrouver tout en haut, et retourne, du coup, les pions d'objectif qui sont, du coup, actifs. Toutes les règles spéciales qui s'appliquent à cette carte de lutte, s'il y en a, deviennent immédiatement en vigueur. La mise en place de la partie étant maintenant terminée, on va pouvoir commencer. Oui, premier tour. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tour? En gros, un tour, c'est l'activation d'une figurine, tout simplement. Donc en gros, il va y avoir le tour du jour 1, il joue une figurine, et puis dès qu'on va passer à l'autre, ça va devenir le tour 2, puisque c'est plus la même figurine, etc., etc. Et durant la partie, les deux joueurs vont activer comme ça, à tour de rôle, une unité, qu'elle soit composée d'un ou plusieurs socles, et en commençant, bien sûr, dès le départ, par le premier joueur. On va voir comment se décomposent, les phases différentes d'un tour. La première, ça va être la phase d'ordre, c'est-à-dire je retourne ma carte d'ordre et donc, je vois que c'est telle unité qui va s'activer. Ensuite, on va résoudre les effets qui sont obligatoires, ça peut arriver. Voilà. Ensuite, on va utiliser nos actions et nos capacités. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ça va être la fin de l'activation. La fin d'activation qui va être notamment le moment où on va scorer, ou en tout cas bouger les pions sur la phase, sur la barre de lutte. Et puis enfin, la dernière étape d'un tour, c'est qu'on va retirer ceux qui sont morts. Parce qu'il y a un moment, des fois, quand même, à force de taper dessus, il y en a qui finissent par sortir du... Voilà. Mais le gros avantage, ou la grosse spécificité, c'est que les pertes ne sont retirées qu'à la fin de leur propre tour. Ça fait une différence. Donc on va voir un petit peu plus en détail ces différentes phases. Alors la phase d'ordre, c'est-à-dire qui jouer. Pour savoir quelle unité va être activée, on utilise bien sûr les cartes d'ordre. Au début de son tour, le joueur actif va tirer la carte du dessus de la pile. Dessus, on est d'accord. Du dessus de la pile. Alors il aura deux choix. Soit activer l'unité qu'il vient de tirer, et donc la jouer directement, soit la placer en réserve, mais attention, il faudra utiliser un point de force pour ça. Oui. Et on la laissera sur le côté. Sur le côté. Elle est à part, on sait qu'elle est en réserve. Voilà. Et là, on activera immédiatement, par contre, la carte suivante, et on la joue. Nous, on la joue. Exactement. Attention quand même, on ne peut placer en réserve qu'une seule carte d'unité, et on ne peut pas placer, jamais, la carte Shatterpoint en réserve. La carte Shatterpoint qui permet d'activer n'importe quelle unité présente sur la table, même si celle-ci a déjà été activée au précédent. Si, par malheur, vous tirez la carte Shatterpoint mais que vous n'avez pas envie de la jouer, vous aimeriez pouvoir la mettre en réserve, c'est pas possible, mais par contre vous allez pouvoir payer un 1 en force et dire non, je la remets dans le paquet, je remélange mon paquet et du coup je retire une carte. Si c'est à nouveau la Shatterpoint, vous pouvez recommencer comme ça, etc. Mais voilà, vous ne pouvez pas dire je la mets en réserve et l'utiliser ensuite à n'importe quel moment. Une fois que vous activez une unité, vous allez pouvoir lui faire des manœuvres. Alors ensuite, on va résoudre les effets obligatoires. Certaines unités ont des capacités tactiques innées. Elles doivent être résolues immédiatement après leur activation. Voilà. Exactement. Ensuite, on va voir les actions et les capacités. Lors de son activation, une unité peut effectuer plusieurs manœuvres. Elle peut faire 2 actions ou utiliser l'ensemble des capacités qu'elle peut utiliser. Certaines unités comportent plusieurs personnages, et donc quand une unité a personnage multiple, c'est le nom dans le jeu, effectue une action
tous les personnages qui font partie de cette unité ont le droit d'effectuer la même action, ou de rien faire, mais elle ne peut pas en faire une différente. Je peux pas dire, j'ai un socle qui bouge et l'autre qui tire. Non. Chaque personnage doit entièrement résoudre l'action avant que le personnage suivant de cette unité ne résolve la même action. L'action est considérée résolue une fois que tous les personnages dans l'unité ont effectué cette action ou n'ont rien fait. Et voici donc les différentes actions possibles pour une unité. Attention quand même de préciser qu'une action ne peut être faite qu'une seule fois par activation. Voilà. Donc là, la comparaison MCP, je fais un double move, double attaque, etc. Non. Et je bouge, mais je ne peux pas rebouger après. Alors justement, dans les premières actions qu'on peut faire, on va retrouver le déplacement. Donc chaque unité peut avancer, foncer ou grimper. Voilà. Les réglettes qu'on va utiliser pour le mouvement sont celles de la core box. Donc selon le mouvement qu'on veut faire, c'est-à-dire avancer, foncer, grimper, etc., eh bien on va se référer à la bonne distance, on va dire, ou la bonne réglette. Sachant que, alors, j'ai trouvé ça un peu perturbant au départ, mais le avancer est plus long que le foncer. Voilà. Bon, il faut le savoir. Foncer est plus court que avancer. Mais il y a une petite astuce par rapport au mouvement, c'est les points d'accès. Alors les points d'accès, vous vous rappelez, ce sont les échelles, ascenseurs, escaliers, grimpe, cordes, ou tout ce que vous pourriez imaginer ou représenter, on va dire, sur vos tables de jeu, qui en gros explique que ça permet de monter, quoi. Voilà. Hein. Quand on finit son déplacement à 1 d'un point d'accès, grosso modo, on peut arriver directement à l'un des étages supérieurs. Du bord de l'arrivée. Donc ça veut dire que si vous arrivez en bas d'une échelle et qu'il y a 3 étages, vous arrivez au 3e étage. Exactement. Et donc, ce mouvement, on va dire, de se déplacer en hauteur est totalement gratuit et ne compte pas dans le mouvement que vous parcourez. Bon, la deuxième action quand même qu'on peut faire, c'est tataner, se taper dessus, se tirer dessus, etc. Donc chaque personnage de l'unité va pouvoir effectuer une attaque sur un ennemi qui est bien évidemment en ligne de vue et à portée. Parlons maintenant des lignes de vue et des couverts. Vous allez voir, c'est assez simple, même si quelques cas peuvent être un peu contre-intuitifs, mais bon, les règles sont comme ça. Pour commencer, Star Wars Shatterpoint est un jeu qui tient compte de la 3D. Il y a donc un principe général d'élévation, de niveau, qu'il faudra toujours prendre en compte. Mais le principe est simple, passer une taille 2 en hauteur, on change de niveau. Jusque-là, c'est pas compliqué. Concernant les lignes de vue, on appelle ligne de vue un trait continu et imaginaire que l'on va tirer entre les deux bords des deux socles de chaque figurine de façon à les relier. Par contre, il faut imaginer cette ligne comme étant vue du dessus, comme si on était avec une caméra aérienne et qu'on regardait le sol. Par conséquent, on ne va pas tirer des lignes de vue en oblique, etc. pour mesurer des distances. Non, tout se fait à plat, vu du dessus. Et si cette ligne est complètement dégagée de tout obstacle, forcément, les deux figurines se voient. Là où ça se complique un peu, c'est si la ligne n'est pas totalement dégagée. Est-ce qu'elle est obstruée, partiellement, totalement, et par quoi ? Pour être obstruée, une ligne de vue doit être gênée par un élément de décor, car les figurines ne bloquent jamais les lignes de vue. Il existe deux types de décors, les bloquants, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et puis les dégagés, et ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. Donc les dégagés ne posent jamais de problème par rapport aux lignes de vue, alors que les bloquants, ça dépend, et ça dépend des niveaux, et ça dépend, etc. Donc plutôt que de vous expliquer ça en long et en large pendant 3 heures, il m'a semblé plus simple de vous faire simplement quelques petits dessins qui vont résumer les cas possibles. Du coup, vous allez pouvoir retrouver dans un document d'aide de jeu gratuit, l'ensemble de ces possibilités, en plus de tout ce qui pourrait vous aider à bien démarrer et bien jouer à Shatterpoint. Ce document PDF est téléchargeable et vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Concernant les portées, c'est simple, vous avez des réglettes de portée qui vont vous permettre de mesurer de 1 à 5 la portée du tir. Et quand c'est au corps à corps, c'est encore plus simple, il faudra être directement à portée 2. Donc là. Et on a aussi des références à une portée 1 qui correspond en fait à n'importe quel petit côté de toutes ces réglettes de portée. On a vu tout à l'heure que quand on fait des attaques à distance, de toute façon, sur chaque carte de posture, on a un petit chiffre qui indique à quelle réglette se référer.
Souvenez-vous, on ne peut attaquer qu'une seule fois par phase avec un personnage. Voilà. C'est important. On n'a pas trop l'habitude de ça au départ. Exactement. Donc, et par contre, quand on a des unités de soutien qui en général ont plusieurs socles, eh bien par contre là, on va tirer une fois par socle. Sachant que les personnes peuvent tirer sur des cibles différentes, ou elles peuvent cumuler ces tirs sur une seule et même cible. Dans les actions qu'on peut faire aussi, on va trouver la concentration. Oh oui, je suis con. Tu es concentré. Juste con. Et donc là, pendant la prochaine phase d'attaque de votre personnage, vous allez avoir un dé en plus à votre jet d'attaque. Voilà. Ce qui fait aussi que, comme la règle dit que c'est pour la prochaine action d'attaque, on va pas pouvoir la faire à une activation ultérieure. Donc, il n'y a pas aussi de petit token pour représenter la concentration. Puisqu'en général, on va se concentrer et juste derrière, on va faire une attaque. Enfin, il y a une action d'utiliser une capacité, qui aurait ce mot action devant son texte de capacité. En général, ça va être des actions à double effet, je bouge, je tire, ce genre de choses, etc. Mais, donc faites bien attention, s'il y a le petit mot action dans votre texte de capacité, cela va être décompté de votre montant des 2 actions possibles que vous pouvez faire pendant votre activation. L'action suivante que vous pouvez faire, c'est soigner. Donc soigner, ça veut dire vous soignez vous ou une unité amie à 2, distance 2 de vous. Et donc ça permet d'enlever un pion de blessure, un pion de dégâts ou un effet. Un effet. Genre je suis entravé, je ne suis plus entravé. La dernière action que l'on peut faire, autant tout à l'heure on pouvait se booster en attaque, ça va être de se booster en défense, c'est-à-dire se mettre à couvert. Et du coup, on va gagner un petit token accroupi, et on va pouvoir, lors d'attaques de tir, l'accroupi et le couvert ne fonctionnent pas lors des attaques de corps à corps, mais pour les attaques de tir, on va gagner un dé de défense supplémentaire. Bon, si on voyait un petit peu maintenant comment utiliser nos capacités, parce que l'utilisation de capacité de l'unité ne compte pas comme étant une action, à moins qu'il y ait ce fameux petit mot. Donc, on va pouvoir faire toutes nos actions, mais on va aussi pouvoir utiliser nos capacités. Alors attention, la plupart de ces capacités, sans être des actions, vont quand même utiliser des points de force. Et oui. Au minimum 0. Oui. Et si vous n'avez pas assez de points, vous ne pourrez pas utiliser cette capacité. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Bon, voilà. Donc au début de la partie, on a créé un pool de points de force qui était égal au cumul de force des 2 escouades qu'on utilise, donc des capacités de votre groupe de combat, les 2 unités. Ouais. Et vous allez dépenser des points de ce pool pour utiliser certaines de vos capacités. Attention, le pool a un début et une fin. Il n'est pas sans fond. Il n'est pas sans fond. Il est même souvent assez limité, donc choisissez à bon escient les points de force que vous allez utiliser. Et quand les utiliser. Voilà. On est d'accord. De plus, sachez que les unités qui ont été blessées pendant le jeu, vont devoir dépenser 1 point de force de plus pour chaque pion blessé ou estropié qu'ils possèdent. Et donc une capacité qui valait 0 point de force, du coup, va valoir 1. Si vous en avez 2 pions, va valoir 2. Si vous en avez 3 pions. Du coup, votre puissant fond va devenir surtout sans fond. Voilà. Le sarbac. Bon, mon Ludo, ça y est, on est arrivé au moment où on va pouvoir se tataner. Donc, on va regarder un peu plus près comment se déroule un combat. Alors, le combat se déroule dans un ordre précis. Oui. D'abord, il faut insister là-dessus. Il y a vraiment un ordre dans lequel les choses doivent être faites. Donc d'abord, on va déclarer l'unité qui attaque. Généralement, c'est celle qu'on active, mais ça vaut quand même le coup de le préciser. On sait jamais. On vérifie, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on a une ligne de vue, à moins d'être au corps à corps. Puis on choisit sur qui on va faire l'attaque. Voilà. Parce que si je vais attaquer oui, mais j'ai pas de ligne de vue. Donc voilà, ok. Quand c'est une unité avec 2 socles qui vont attaquer, on va déclarer les cibles conjointement. Exactement. On va pas faire d'abord un et après l'autre au cas où il serait mort. Voilà, par exemple. Ensuite, donc, on va créer notre réserve de dés d'attaque
le défenseur va créer sa réserve de dés de défense. En fonction de ce qu'il y a décrit sur nos cartes de posture, voilà. etc. Chaque joueur va lancer les dés. Oui. Je les ai lancés, c'est bon. On va appliquer la maîtrise. Les effets de maîtrise. Donc, j'ai 3 maîtrises sur mon jet. Je regarde ma carte de posture. Alors, c'est une attaque à distance. 3 maîtrises. Donc, je prends dans le petit tableau. Et là, j'obtiens un bonus. Et du coup, je modifie mes dés en fonction de ce jet. Une fois qu'on a connu exactement le résultat des dés de chacun, avec les dés de maîtrise, du coup, on va pouvoir déterminer le résultat de l'attaque. Voilà, c'est-à-dire que faire une soustraction. Voilà, ça on sait faire. Oui. Enfin moi. Toi. Donc on va enlever les touches qui sont bloquées. Exactement. Et on va garder les touches qui ne sont pas bloquées et bien sûr les dégâts critiques qui ne sont jamais bloquables. Voilà. Et ça va nous donner, on va dire, les touches non défendues. Un ensemble. Ce nombre de touches non défendues va correspondre au nombre de succès, au nombre de cases qu'on va pouvoir utiliser dans notre arbre de combat. Et là, attention, comme on l'a dit tout à l'heure, on va bien déterminer le nombre de cases qu'on va aller checker dans le tableau de dégâts et non pas le nombre de dégâts. Mais ce faisant aussi, puisque on a vu que ces arbres peuvent avoir des embranchements, des différentes possibilités, on va aussi choisir, avant d'appliquer tous les dégâts, quel chemin ou quelle branche on va choisir. On ne peut pas utiliser 2 branches d'un coup. On est obligé vraiment de choisir une seule des possibilités linéaires de cet arbre de combat. Du coup, une fois que c'est fait, on va appliquer l'ensemble des dégâts de toutes les cases. Donc là, on fait un petit calcul. Alors là, il y a 2 dégâts, là, il y a 1 dégât, là, il y en a 3, là, il y en a 2, etc. On fait une petite addition. Et donc, on crée, comme ça, une réserve de dégâts qu'on va pouvoir éventuellement infliger à notre adversaire. Ensuite, on va appliquer successivement, par rapport à l'arbre qu'on a choisi, les effets complémentaires. Voilà. C'est-à-dire en excluant, s'il y a une capacité action, celle-là sera résolue tout à la fin. Mais on va faire toutes les cases comme ça, en disant, là, tu es exposé, là, je t'ai percuté, etc., en suivant l'ordre. Si, bien sûr, il y avait une deuxième figurine dans le cas d'une unité multiple, on va recommencer ce processus. C'est-à-dire que si vous aviez une unité de droïdes qui tire et que vous avez 2 socles de droïdes, vous allez faire tirer un premier socle et après un deuxième socle. Exactement. Une fois que tout ça c'est fait, on va appliquer les modificateurs qu'il peut y avoir sur la réserve de dégâts. Parce que, par exemple, il y a des gens qui réduisent les dégâts de 1, par exemple. Et donc, du coup, on va prendre ce pool de dégâts, on va retirer 1, et du coup, on va l'appliquer directement à la cible. Et donc, ça y est, une fois qu'on a appliqué tous les dégâts, l'action de combat, on va dire, se termine. Une fois que l'unité a accompli tout ce qu'elle souhaitait ou pouvait faire durant son activation prend fin. Oh non, c'est triste. Oui. Et du coup, on va résoudre les effets de fin de tour s'il y en a. Eh oui. On modifie donc la piste de lutte en fonction des pions d'impulsion qu'on peut gagner, si on a blessé une unité, par exemple, où on déplace le pion lutte en fonction des objectifs que l'on contrôle. Ce calcul se fait par rapport à chaque joueur à son tour, avec ceux qu'il possède lui. Par exemple, si moi je possède 2 objectifs, je vais bouger le pion de 2 dans mon sens. C'est pas parce que Ludo possède 3 objectifs de son côté que le pion va bouger en même temps. On déplace le pion en fonction de ses objectifs à soi pendant son tour. Enfin, si l'unité qui vient d'être activée a un nombre de pions estropiés égal à sa résistance, alors elle est définitivement vaincue et retirée du plateau de jeu. Au revoir, pouf mallette. Au revoir. Si une fois tout cela fait, un joueur n'a plus de carte d'ordre parce qu'il a activé toutes ses unités, il recrée son paquet en reprenant et en remélangeant toutes ses cartes et en les remettant face cachée sur le côté de la table. Et il reconstitue en même temps sa réserve de force. Et c'est le seul moment où vous allez pouvoir recréer cette réserve de force. À l'exception de certains personnages un peu casse-couilles qui s'appelleraient Ventress, par exemple, qui peut récupérer des... Mais voilà. Sinon, en règle générale, vous ne récupérez vos points de force qu'une fois que vous avez activé toutes vos unités. Voilà, le tour est maintenant terminé. C'est au tour de l'adversaire de commencer un nouveau tour. Eh oui. Et voilà, donc en cumulant tout ça, vous allez arriver à un moment à la victoire. La victoire. La victoire. Eh oui. Puisque la fin de tour, c'est aussi le moment où l'on constate si un des 2 joueurs remporte
une première ou en l'occurrence une deuxième lutte. À partir du moment où un joueur a 2 luttes de gagner, eh bien la partie s'arrête. Merci, au revoir. C'était sympa d'être venu. Je t'ai mis un gros cul, mais c'est pas grave. Me laisser gagner, tu dois. Et voilà. Avec cette dernière explication, eh bien, vous avez fait tout le tour des règles de Star Wars Shatterpoint. Et donc, vous êtes normalement maintenant en mesure de disputer votre première partie totalement tranquillement. Vous verrez, le jeu nécessite un petit peu de prise en main au départ. C'est un jeu qui est... Faut apprendre à lire les cartes, en fait. Alors voilà, en fait, le principe des règles de base répond à tous les critères de jeu qu'on a l'habitude d'utiliser en termes d'escarmouche. Chez AMG, donc alterner, des déplacements, des attaques, etc. Et comme d'habitude, ce qui va faire la différence, c'est votre propre connaissance et maîtrise à la fois de vos personnages, mais aussi ceux de l'adversaire. Comme d'habitude, voilà. Ça ne change pas. Hein. Donc il faudra lire les... Connais-toi toi-même, mais connais ton adversaire. Exactement. Moi, ce que je retiens quand même des règles, c'est que... Alors ça peut-être pas là, on n'a peut-être pas cette impression-là en voyant là l'explication des règles, mais c'est que c'est un jeu très rapide, très nerveux, très fluide aussi, puisque on fait pas 50 000 actions, etc. Mais c'est aussi un jeu très difficile à anticiper quelque part, sur plusieurs tours, parce qu'il se passe tellement de choses en très peu de temps sur une table. C'est un jeu beaucoup plus réactif que Marvel Crisis Protocol. Exactement. Dans le sens où, par exemple, le simple fait d'avoir un ordre de jeu d'activation va changer beaucoup de choses. Même si on peut influer un peu sur cet ordre-là, un petit peu, ça reste quand même aléatoire. Et puis, pareil, les fonctions des cases qu'on va effectuer dans notre arbre de dégâts, alors, je vais faire 3 mouvements ou je vais en faire qu'un seul. Je vais appliquer 15 dégâts ou je vais en faire que 2, etc. Donc, tout ça, quand rend le jeu suffisamment aléatoire pour être encore plus intéressant, parce que, justement, il va falloir s'adapter à ce que le jeu nous propose. Attention aussi, quand on finit une lutte, on revient pas sur les côtés du champ de bataille. On recommence pas le jeu dès le départ. Ça on continue la partie. La projection de votre équipe que vous allez faire sur le champ de bataille va avoir aussi une importance par rapport à la suite de la lutte. Voilà. Si vous avez envoyé toutes vos troupes à gauche du terrain de la map et que tout d'un coup on se retrouve avec les objectifs prioritaires complètement à droite du côté de l'adversaire, vous allez devoir courir. Va falloir courir. Et à un niveau de 80 cm qui court, ça court à la même vitesse. Oui. C'est bizarre, mais ça court à la même vitesse. Autant le lancer, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est interdit de lancer des Ewoks. C'est pas des nains, donc on a le droit. Oui, on peut lancer des Ewoks, c'est pas des nains. Maintenant qu'on a vu les règles complètes, du jeu Shatterpoint, on vous souhaitait quand même vous parler un petit peu plus du matériel nécessaire pour pouvoir jouer. Bien évidemment, il vous faut un terrain. Oui. Après, ça peut être des bandes de scotch qui délimitent un espace, etc. Non. Honnêtement, moi, pour avoir joué à plein de jeux comme ça, où au départ, on essaye de faire un truc un peu maison, non. Le mieux, c'est quand même d'avoir un playmat, parce que c'est immersif, c'est visuel, et au moins, il n'y a pas... c'est juste un truc... Alors c'est vrai, une fois que vous en avez acheté un, vous le prenez, vous le déroulez, etc. Et au moins vous pouvez jouer tout de suite. Voilà. Alors prenez-en un qui correspond à plusieurs... Dans l'absolu, vous pourriez utiliser une planche, un truc, etc. Ou faire vous-même, on va dire, une dalle, qui serait tout aussi immersive. Mais voilà. Donc, effectivement, une des solutions les plus faciles, comme tu le dis, et les plus variables, on va dire, c'est effectivement les playmats. Donc il en existe dans plein de marques, et puis bien évidemment ceux que moi j'ai créés pour spécialement le jeu Shatterpoint, qui sont disponibles chez notre ami Torek. Donc là vous avez en description le lien direct, et je vous invite à aller voir ces différents tapis. Je vous en mets quelques petits visuels pendant qu'on discute, et donc j'ai souhaité dans ces différents tapis recréer divers univers ou diverses planètes de l'univers de Star Wars. Mais on est d'accord aussi que juste le champ de bataille, c'est pas suffisant. Il va falloir quand même aussi ajouter du décor. Et là, pour les décors, il y a tous ceux de la boîte de base, mais vous êtes totalement libre. Si vous avez envie de recréer, une autre planète un peu bizarroïde, du type Felucia, où il y a plein de grands champignons partout, créer des décors, qui sont appropriés par rapport à votre envie d'univers Star Wars. Vous avez bien évidemment les extensions de décors qui sont proposées par AMG. Donc au jour d'aujourd'hui, au moment de la sortie, il y a 2 sets qui existent. Idem, je vous mets les visuels.
On a le set Higher Ground qui nous propose des surélévations, hein, donc beaucoup de passerelles en hauteur, des éléments pour faire des choses en hauteur, et puis un très grand bâtiment à 2 étages, donc 3 au total, hein, voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez très bien utiliser ces décors-là. Vous avez un deuxième set qui est le Tech Cover, qui va surtout rajouter, on va dire, des éléments au niveau du sol, hein, de façon à ce que ça soit pas la pampa autour juste de vos décors. Donc c'est aussi intéressant. À mon sens, les 2 boîtes sont intéressantes. Si vous le pouvez, bah oui, prenez les 2. Si vous pouvez en prendre aucune, c'est pas très grave non plus, mais on va dire que ça va vous apporter un confort ou une variabilité, on va dire, dans vos différentes parties. Et puis ça permet de mettre en avant aussi certains personnages qui ont des capacités différentes. Par exemple, passage 23 qui peut faire 2 sauts par tour. Le fait de pouvoir sauter deux fois, qui ont des jetpacks, enfin c'est intéressant quand même. Bien évidemment, vous avez toutes les solutions, MDF ou ce que vous allez pouvoir fabriquer vous-même, et puis la fameuse, celle que j'utilise beaucoup pour MCP, l'impression 3D. Donc ça, vu que l'impression 3D a cet avantage de permettre de modifier la taille, on va dire, des fichiers, la taille à laquelle on les imprime, effectivement, il y a aujourd'hui une très grande quantité de fichiers 3D disponibles pour notamment Star Wars Légion. Et juste en les augmentant légèrement de taille, donc environ on les passe à 126%, si on compare, on va pouvoir transposer tous les éléments de décor de Star Wars Légion dans Star Wars Shatterpoint. Donc là, laissez libre cours à votre imagination. Encore une fois, notre ami Torek propose sur son site des impressions. Allez faire un tour sur son site, et puis si vous trouvez l'inspiration, ou si vous trouvez des éléments qui correspondent à la table que vous souhaitez faire, faites-vous plaisir. Ensuite, on a les socles des figurines. Les socles des figurines. Alors, avec une chose que j'ai trouvée très intéressante que tu as faite, c'est l'utilisation de socles translucides. Prenez des socles qui fassent la taille exacte du socle, puisque ça joue énormément dans le jeu. Donc, voilà, si vous souhaitez changer les socles d'origine, puisque pour rappel, dans la boîte et dans toutes les extensions ensuite, on n'a que 5 socles différents, on va dire 5 types de socles différents, pour toutes les unités. Donc en taille 40, les 2 tailles qui sont présentes dans le jeu, c'est taille 40 et taille 50 mm pour les gros socles. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a que 5 socles de 40 différents, et je crois que c'est 3 socles différents pour du 50 mm. Donc gros avantage, c'est que vous avez une immersion qui est parfaite, parce que là, quelle que soit la map que vous allez utiliser, que ce soit Hoth ou Tatooine, vous allez avoir la figurine se fond directement dedans. Vous allez sans doute aussi retrouver probablement beaucoup de socles en impression 3D, parce que là, ceux qui sont dans la boîte de base sont essentiellement, on va dire, de la plaque de métal ou avec du sable, on va dire, autour. Donc effectivement, si vous voulez faire une planète de lave, vos socles sont pas hyper adaptés à ça. Mais après, libre à vous, encore une fois, de choisir d'utiliser des socles d'impression 3D sur lesquels vous allez pouvoir avoir exactement tout ce que vous voulez, juste respecter la bonne taille de socle. Bien, maintenant qu'on a fait le tour de ça, on va parler un petit peu quand même des accessoires. Parce que notamment, dans la boîte de base, il y a des dés. Mais très honnêtement, il n'y en a pas assez. Non, c'est sûr. Alors là, pour avoir fait quelques parties, ça manque cruellement de dés. Ouais. C'est ça. Et surtout avec certains personnages comme Maul, qui va se rajouter 5 dés. Il en a déjà 7 de base. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais il a déjà 7 dés de base et il s'en rajoute 5. Il y en a que 8 dans la boîte. Donc vous êtes un peu enquiquiné. Tu vois que tu sais compter. Ouais, c'est vrai, j'ai appris grâce à toi. Donc oui, très honnêtement, achetez votre boîte de base et achetez un set de dés supplémentaire. Donc vous avez bien évidemment le set de dés officiel, on va dire, d'AMG, donc qui reprend exactement les mêmes dés. Donc à chaque fois, 6 dés de défense, 8 dés d'attaque. Donc si vous prenez un set supplémentaire, vous allez vous retrouver avec 16 dés d'attaque. Donc là, du coup, ça devient plus confortable. Vous avez aussi, toujours chez notre ami Torek... Ce qui est quand même drôle sur les dés, c'est qu'ils sont aussi en version française. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Non, mais c'est vrai, c'est marqué derrière. Oui, tout à fait. Hein. Dice Pack, et là, super, c'est déjà en VF. C'est déjà en VF, oui. Donc, vous choisissez où vous allez acheter votre set de dés. Sachez tout de même que notre ami Torek, propose des dés alternatifs,
On dit bien alternatifs parce que ils sont pas proposés par AMG, donc ils sont pas officiels, mais c'est exactement les mêmes dés avec les mêmes faces, etc. La seule différence, ça va être la couleur, puisque ceux qui étaient bleus deviennent rouges et ceux qui étaient gris clair, eh bien deviennent gris foncé. Voilà. Ça permet aussi plus facilement de différencier nos dés de ceux de l'attaquant. Concernant les réglettes. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez très bien ne pas acheter ce pack de réglettes supplémentaires. Vous allez juste devoir vous passer les réglettes à chaque tour, etc. Un deuxième jeu, ok, c'est un petit peu plus confortable, mais ça ne vous empêchera pas de jouer. Alors que les dés... Si vous avez le budget pour acheter des réglettes, c'est toujours un plus, parce que ça évite de se dire « Ah, mais elle est où la réglette ?» alors que c'est votre copain qui l'a dans la main depuis 5 minutes. Mais exactement. Je vois pas de quoi te faire. Autant les dés, c'est vraiment nécessaire. Les réglettes, c'est un plus. Un confort. Pour rappel, donc, c'est 15 € chaque set. Hein, donc voilà. Si vous prenez les deux, eh bien, ça fait 30 €. T'es fort en calcul. Ouais, c'est trop fort. Concernant les tokens, alors... Honnêtement, il y en a suffisamment dans la boîte. Moi, j'ai pas eu de cas où ah mince, il m'en manque, etc. Donc, restez tranquille, il n'y a pas besoin. La seule chose que moi je vais faire, c'est que je vais développer des tokens d'objectifs, j'allais dire autocollants, de façon à ce qu'ils puissent pas bouger en permanence. Parce que comme on passe son temps à mettre dessus, un petit token pour dire qui le contrôle, souvent on a tendance à bouger ce token d'objectif. Voilà, mais encore une fois, c'est pas nécessaire et vous pouvez complètement passer à côté de ça. La dernière chose, c'est que vous allez retrouver, et ça je pense que c'est utile, surtout au début, retrouver sur le Discord de Star Wars Shatterpoint, des documents récapitulatifs qui vont vous donner des aides de jeu. Parce qu'au début, effectivement, savoir à quoi correspond telle icône, etc., c'est pas toujours simple. Il suffit d'avoir ce petit papier à côté, format A5, donc pas très grand, et sur lequel tout est reprécisé. Vous avez ça à côté de vous, vous êtes tranquille. Donc je vous invite à rejoindre le Discord Star Wars Shatterpoint pour la France. Les liens sont en description et vous aurez comme ça accès à divers documents qui ont été préparés pour vous. Bien, maintenant qu'on a parlé de tous ces petits accessoires, quand même, on va, grâce à notre ami Torek, vous proposer un petit concours. T'as pas parlé de moi? De quoi? T'as dit les petits accessoires, t'as pas parlé de moi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas parlé des Ewoks non plus. Mais bon, voilà. Donc on va pouvoir, grâce à notre ami Torek, vous faire gagner aujourd'hui, un playmat. Et oui, donc le playmat, c'est quoi? C'est le tapis qu'on va mettre à côté de notre tapis de jeu et sur lequel on va pouvoir organiser nos cartes, nos tokens, etc., etc. Donc honnêtement, c'est un accessoire qui n'est pas indispensable pour jouer. Mais personnellement, je pourrais plus jouer sans. C'est bête à dire, mais c'est tellement pratique, c'est tellement visuel que ça nous facilite la vie plutôt que de chercher à gauche, à droite, etc. ou de tout tasser, on va dire, à côté. Donc, notre ami Torek va nous proposer aujourd'hui de gagner ce playmat pour l'un d'entre vous. Et donc, tout simplement, vous allez écrire en commentaire de cette vidéo « Vive Shatterpoint » et je tirerai au sort parmi vous le regagnant de ce playmat qu'il recevra directement chez lui. Mais toi aussi, mon petit Ludo, t'es venu avec un petit cadeau, puisque, tu vas faire gagner des dés en français. Des dés en français. Bon, avec des symboles écrits en français. On est d'accord. Et là, il faudra juste mettre « Vive les Ewoks ». Ah non! Alors, bon, d'accord. Parce que on a encore reçu des appels de la SPE. Oui, la Société Protectrice des Ewoks, qui interdit toujours tous les trucs bizarres qu'on pourrait avoir en tête avec des Ewoks, et donc non, c'est interdit. Donc vous gagnerez un set de dés en VF et un free Hudge quand on se verra. Un free Hudge, ok. Hug. Hudge, un free Hug. Juste quand même, pour finir cette vidéo, avant de vous donner, on va dire, nos conclusions, nos avis personnels, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des règles en version française téléchargeable sur le site d'Asmodée. Donc pareil, le lien est en description. Vous avez aussi ce lien, si vous vous inscrivez sur le Discord, vous allez le retrouver, tout est rangé, organisé de façon à ce que vous puissiez retrouver facilement tous ces documents. Donc voilà, l'ensemble de tout ce qu'il y a à côté pour Shatterpoint et qui peut vous aider à mieux jouer ou à faciliter votre vie de joueur. On va conclure maintenant avec nos avis, nos ressentis, on va dire, par rapport au jeu Shatterpoint. Et je te laisse commencer, mon Ludo.
au final, Shatterpoint, après plusieurs parties, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Nico, tu m'as fait découvrir Marvel Crisis Protocol. Je suis devenu complètement fou de ce jeu. C'est devenu mon jeu préféré de loin. J'adore. Ouais. Je suis un grand fan de l'univers Star Wars depuis qu'on est gamin. Donc, depuis qu'on a eu l'âge d'aller au Cinoche. Voilà, j'ai joué avec les. Enfin, grâce à toi, on a découvert le jeu Shatterpoint en avant-première. Et merci pour ça. C'est un jeu que j'ai trouvé très agréable. Comme tu le dis, en fait, il est plus nerveux que MCP. Ça demande d'être beaucoup plus réactif. Oui. Je trouve le jeu un peu plus complexe au niveau des règles, notamment avec les arbres. Il faut apprendre à connaître, mais je pense que c'est comme on le disait, en faisant plusieurs parties, encore une fois avec les mêmes personges, qu'on va s'habituer à maîtriser tout ça. Voilà, donc moi je trouve que le jeu est vraiment à la hauteur des attendus. Après, moi, on en a déjà parlé, j'attends les escouades et les factions de cœur. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui va vraiment me faire passer de l'autre côté, du côté obscur, c'est d'avoir les personnages que j'aime, donc... moi, je suis plutôt dans la 2e et 3e trilogie. Voilà, moi j'aime bien. 3e. Moi j'aime bien Podamron, Rey. J'aime bien. Il y a des personnages que j'aime bien dans cette partie-là. Tu sais que tu vas te faire huer. Oui, mais j'assume. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup la partie Mando. Donc voilà, je sais que télé la voix. Donc vraiment le jeu est à la hauteur de tout ce que tu nous as mis en bouche depuis quelques mois là, où tu nous parles de ça tous les jours. Donc, c'est bon, c'est fini le teasing maintenant. J'avais hâte de découvrir le jeu. Je suis pas déçu du jeu. Voilà. Donc maintenant, j'attends simplement que le jeu se positionne, se mette en marche. L'AVF, c'est royal, quoi. Surtout qu'elle est très bien faite. Donc, c'est vraiment top. On a le côté vraiment galactique qu'on avait dans X-Wing Miniatures, ce que moi j'adore. On a le côté fun, on a le côté jouabilité qui est énorme, qui à mon avis est infini. Ça demande pas beaucoup d'investissement de départ malgré tout, parce qu'on a joué avec la boîte de base et la partie était relativement cool. On est d'accord. J'ai découvert grâce à toi le côté modulable de la table que j'avais pas forcément vu d'un point de vue juste présentation d'AMG. Donc non, moi je suis assez conquis. Après, voilà, c'est comme d'habitude, il va falloir que je résiste. Mais bon, j'ai la chance d'avoir un copain chez qui je peux venir jouer quand je veux. Donc c'est pas faux. Voilà, ça va me faire peut-être un peu plus de figurines MCP au départ, mais j'attends les escouades qui vont sortir de 2e et 3e trilogie, moi. Exactement. Pour ma part, moi je trouve que ce jeu, par rapport à ce qu'on a pu connaître d'autres jeux, est quand même très frais. Il y a des nouvelles mécaniques qui sont vraiment bien. On voit qu'ils ont appris de leurs erreurs, entre guillemets, notamment par rapport à MCP ou Star Wars Legion. Il y a des choses où c'est beaucoup plus facile, accessible, ça s'enchaîne bien, etc., etc. Donc, très frais pour ça. Je dirais quand même qu'effectivement, c'est un jeu qui est très nerveux, parce que en un tour, au final, un tour, ça peut prendre 1 minute 30, quoi. Mais on fait plein de choses. Entre les capacités, les actions, etc. Et au final, j'étais là, mais oui, mais je me suis retrouvé... à l'autre bout de la table, entre guillemets, et sans que ça soit complexe, en fait. Donc, un jeu qui, à mon avis, va se prêter énormément au compétitif, parce que, justement, le fait de pouvoir enchaîner comme ça beaucoup de choses va rendre les choses beaucoup plus... Enfin, ça va créer des compétitions qui vont pas être les mêmes que celles qu'on connaît jusque-là. C'est-à-dire que j'arrive avec mon plan de jeu, T1, je le déroule, tranquille, machin, jusqu'au dernier tour, et en gros, j'ai gagné parce que j'ai bien bossé mon truc. Là, ça va être totalement différent. Il va falloir, comme tu le disais, être beaucoup plus dans de la réaction, s'adapter, vraiment choisir. Ah, attends, ouais, mais avec cette arme de combat-là, je vais pouvoir faire ci, ça va m'aider pour, etc. Mais donc, beaucoup plus dans la réaction, et en ça, je trouve que c'est plus récompensant, on va dire, au mérite, plutôt que, j'ai établi une très bonne stratégie au départ, et maintenant, je roule derrière, sans me poser de questions, et peu importe les dés, peu importe les trucs, etc. Bien évidemment, on va avoir certaines synergies qui vont se développer au fur et à mesure des sorties, et ça, c'est cool, parce que ça va permettre de faire évoluer nos compositions d'équipe. Et franchement, je suis hyper réjoui que AMG nous ait, avant même que le jeu ne soit sorti, annoncé tout ce qu'ils ont prévu, et c'est qu'une petite partie de ce qui est prévu. Mais déjà, rien que ça donne un avenir, on va dire, directement au jeu. Et ça, c'est cool, parce qu'un nouveau jeu, c'est toujours potentiellement, je prends un risque, etc. Là, pour moi, il n'y en a pas. C'est ça qui est cool. D'une part, c'est AMG, on sait que c'est une société qui est solide. Derrière, c'est Asmodée, c'est pareil, c'est solide.
Ils ont l'habitude de faire des très bons jeux qui ont toujours été jusque-là équilibrés. Donc il n'y a pas de raison que Shatterpoint soit différent. Et de base, moi, un jeu qui est équilibré de base, je préfère plutôt que j'ai choisi telle station parce que je la trouve plus jolie, mais de toute façon elle est nulle. Là au moins, quoi qu'on joue, même si on joue des Ewoks, c'est pas pour ça qu'on va avoir perdu, au contraire. Après, il y a aussi le côté dont j'ai pas parlé, mais j'imagine que toi tu vas ouvrir là-dessus, c'est aussi l'aspect modélisme. Parce que là, on est encore dans un univers avec des figurines un peu plus grandes que Games. Ouais. Donc, on a le plaisir de la finesse du détail, on a la peinture, on a la qualité de peinture, parce que une chose qui est importante, c'est que les figurines, on va dire, d'AMG en général, sont pas surdétaillées. Donc, du coup, en termes de peinture, c'est toujours plus simple à peindre. Et effectivement, c'est des figurines, et ça, vous allez le voir pendant les nombreux tutos que je vais sortir, tutos peinture sur les différentes figurines du jeu, mais c'est des choses qui peuvent se peindre très très vite. Et effectivement, avec des peintures type contraste, type etc., on peut même aller encore plus vite. Mais même en utilisant des techniques classiques, je dirais que entre 1 heure et 2 heures par figurine, vous pouvez déjà avoir un résultat qui est très correct. Si en plus vous faites notre feignasse, vous mettez tout sur socle transparent, vous n'avez même pas le socle à peindre, donc là ça va encore plus vite. Après le socle transparent, attention, c'est à mon avis la difficulté technique, c'est le collage. Le collage, oui, faut faire attention. Mais en tout cas, oui, en termes de modélisme, le fait d'avoir des poses uniques et pas 25 fois la même figurine à peindre, etc., qu'elles soient toutes différentes, même si, on va dire, un clone et un clone, mais elles sont dans une pose différente, il y a des couleurs différentes selon les unités, etc., etc. Mais pour tout le reste, oui, on est sur de la figurine totalement unique, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, je souhaitais finir par un grand merci, à Asmodée, qui nous a permis, d'avoir accès à ce jeu, je dirais, en avance. Donc, franchement, c'est très cool, et ça m'a permis notamment, de préparer tout ce contenu de façon à ce qu'il soit le plus qualitatif et le plus juste possible. Mais en tout cas, un grand merci à Asmodée pour ça. Ça fait plaisir d'être soutenu par le distributeur du jeu. Donc, on va espérer que ça continue pour pouvoir continuer à vous faire profiter de tout ça. Un grand merci, bien évidemment, à Torek, parce que, quand même, entre les petits concours, etc., et puis, le fait de pouvoir vous proposer comme ça des tapis, des décors, etc., pour agrémenter vos tables de décors, vos tables de jeu, c'est toujours appréciable. Et puis, un grand merci à toi, mon Ludo, parce que, d'être mon sparring partner pour toutes mes élucubrations figurinistiques et qui te font dépenser des sous après, en plus. Donc, Faut bien que tu tapes dans quelque chose. C'était ça, ou mes figurines, j'ai préféré, je m'excuse, j'ai préféré. Bon. Je finirai simplement en disant que, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, à la commenter, à la partager. À vous abonner si vous souhaitez être prévenu de la sortie de toutes les prochaines vidéos qu'il va y avoir, notamment sur ce jeu Shatterpoint, puisqu'il va y avoir du contenu. De même, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Les liens sont en description. Et sur ce, les gens, on vous souhaite un bon jeu et que la force soit avec vous. Telle est la voie. À bientôt.